Nous sommes donc au milieu du 19e siècle. Il n'y a pas de film, pas de télévision et certainement pas d'internet. Ouais, les gens n'ont pas beaucoup de choix pour se divertir, mais un homme a trouvé le moyen de faire vibrer les masses, même si cela impliquait de mettre sa vie en péril. Il s'appelait William Leonard Hunt, plus connu sous le nom de le Grand Farini. 1852, Bowmanville, Ontario. Le futur cascadeur, voyageur et inventeur est alors un garçon de 14 ans avec de grandes ambitions. Il a décidé qu'il était fait pour le spectacle, mais ses parents en sont très stricts et ne le laissent même pas aller au cirque, ce qui est probablement la plus grande forme de divertissement de l'époque. Le jeune Willy commence à s'entraîner seul avec un fil en cuivre dans son jardin. Il s'entraîne à le traverser à pied. Il fabrique également un trapèze de fortune. Quand le cirque itinérant arrive en ville, Willy sait qu'il ne peut pas ne pas y aller. Les spectacles le fascinent, alors il commence à s'entraîner aux acrobaties. Il maîtrise la marche sur la corde raide, le tumbling et le port d'objets lourds. Son père est terrifié à l'idée que son fils puisse gâcher toute sa vie à faire ses bêtises. Il conclut donc un accord avec le jeune Willy. Il peut continuer à s'amuser avec ses acrobaties s'il fait aussi des études de médecine. Mais quand Willy eut 21 ans, son père est parti en voyage en Angleterre. Sans lui dans les parages, il saisit enfin sa chance. Un comité de foire locale est venu voir le jeune artiste. Il voulait savoir s'il pouvait marcher sur une corde raide au-dessus de la rivière Ganaraska. Tu vois, à ce moment-là, les foires locales perdaient de leur attrait. Les mêmes vieilles performances, la même nourriture, toujours la même routine. Or ce gars pouvait être cette bouffée d'air frais dont la foire avait désespérément besoin. Il pouvait devenir l'homme qui marche dans le ciel. Affaire conclue. William Hunt a de fait réalisé une performance impressionnante. Il ne lui manquait plus qu'un nom pour devenir une star et laisser une empreinte dans l'esprit des gens. Un jour, il a lu un article sur un médecin et aventurier italien nommé Luigi Carlo Farini. En s'inspirant de cela, il s'est nommé lui-même Signor Farini. Plus tard, il s'est fait appeler le Grand Farini. La corde avait été tendue depuis un bâtiment de 4 étages à un autre, à 20 mètres de distance au-dessus du Ganaraska. Le journal local avait annoncé cette performance et l'avait baptisée la Grande Ascension. Le succès fut énorme. Pourtant, Farini n'était pas le plus grand. Il était toujours le numéro 2, derrière le grand blondin qui lui avait marché sur une corde raide à plus de 300 mètres au-dessus de la rivière Niagara quelques mois avant la cascade de Ganaraska. Farini savait qu'il devait encore améliorer sa performance. Il admirait Blondin, mais il voulait absolument le battre. L'acte de Blondin était difficile à surpasser. Plus expérimenté que Farini et de 14 ans son aîné, Blondin ne se contentait pas seulement de faire des cascades, mais il les rendait amusantes en plus. C'était un extraordinaire homme de spectacle. Il traversait la corde les yeux bandés, les mains menottées, en portant son manager, en poussant une brouette ou avec un sac au-dessus de son corps. Plus c'était fou, mieux c'était. Ou bien il s'arrêtait au milieu de la corde pour cuisiner une omelette et saluer les passagers des bateaux touristiques du Niagara qui se trouvaient en dessous. Un an plus tard, en 1860, Farini effectua la même promenade au-dessus du Niagara. Il a pu faire les mêmes cascades, se couvrir d'un sac, porter quelqu'un, faire des sauts périlleux, etc. Mais Farini a surpassé son concurrent en se tenant en équilibre sur la tête, en se suspendant à la corde par les orteils et même en portant une bassine sur le dos. Tout en marchant, il a même descendu un seau jusque dans la rivière pour aller chercher de l'eau pour la lessive. Blondin affirmait que personne ne pouvait effectuer les mêmes cascades que lui. Alors le Signor Farini défiait sans fin son idole, voulant l'affronter au-dessus du Niagara. Mais le grand Blondin n'a jamais accepté aucun de ses défis, et surtout pas celui qui prévoyait que Farini porte Blondin à mi-chemin sur la corde, et vice-versa, le reste du chemin. Malgré tous ses efforts, Farini n'a jamais pu sortir de l'ombre du grand Blondin. Blondin était le numéro 1, même aux yeux de la royauté. Le prince de Galles et futur roi d'Angleterre était époustouflé par les performances de Blondin. Il ignorait complètement Farini. Cela dit, même si Blondin s'est révélé être un grand artiste et a conservé la première place, Farini a en fait gagné beaucoup plus d'argent. Blondin devait s'efforcer de 1000 manières pour récolter de l'argent. Farini, lui, était un maître en matière de business. Il a ainsi réussi à conclure un accord avec les chemins de fer régionaux. Il recevait un pourcentage des billets vendus pour chaque train se rendant aux chutes du Niagara pour admirer son spectacle. Et pourtant, chez lui, plus le jeune homme réussissait, plus ses parents étaient déçus par leur enfant. Il n'était pas le médecin que son père aurait voulu qu'il devienne. C'est donc sans le soutien de sa famille, et en perdant la bataille pour la première place avec Blondin, que le grand Farini s'est lancé seul à la conquête de la victoire. Mais pas pour longtemps. En 1861, le jeune homme de 23 ans s'est marié avec une beauté du nom de Mary Osborne.
La vie d'une femme d'acrobate n'est pas franchement classique. L'homme l'entraînait à s'accrocher à son dos pendant les marches sur la corde raide et elle est finalement devenue sa partenaire pour tous ses spectacles. Jusqu'à un jour tragique de l'année suivante, quand Marie a levé une main pour saluer la foule qui l'acclamait. Mais elle a perdu l'équilibre et a glissé. Heureusement, Farini a réussi à s'accrocher à sa robe d'une seule main. Tandis qu'il remontait sa jeune épouse, le destin en décida une fois de plus autrement. Sa robe s'est soudainement déchirée et elle est tombée. Farini était détruit. Mais comme on dit, le temps guérit toutes les blessures. Les choses ont finalement pris un tournant positif pour lui en 1870 lorsqu'il a trouvé la 8e merveille du monde, Lulu. Jeune acrobate parisienne, elle se produisait dans un théâtre de 4000 places sur les Champs-Élysées. Elle sautait à 8 mètres de haut et atteignit même plus tard la hauteur incroyable de 12 mètres. Ils ont commencé à former un duo hors pair. Les deux artistes se sont rendus en Angleterre puis aux États-Unis où le public les admirait, la bouche bée. Au cours d'une représentation, Farini a failli perdre sa précieuse Lulu. Ce jour-là, la barre a glissé de la main de l'acrobate et elle est tombée par terre. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital et heureusement elle a survécu. Mais c'est alors que vint une incroyable révélation. Lulu était en fait le fils déguisé de Farini. Après que son fils a guéri, il a continué à se produire, mais désormais sous sa véritable identité de garçon. Le Royal Westminster Aquarium de Londres était autrefois réputé pour être un immense centre de divertissement. Il avait cependant connu des difficultés financières et ils ont donc demandé de l'aide à Farini. Pendant un certain temps, il a travaillé comme inventeur et a mis au point des machines folles pour faire frémir les spectateurs. Il a ainsi fabriqué et breveté le premier canon qui pouvait tirer en l'air. Son boulet de canon humain était une femme nommée Zazel. En peu de temps, elle est devenue aussi célèbre que Lulu. Ils sont bientôt partis en Amérique pour participer au plus grand spectacle de la Terre. Zazel était la vedette principale. Farini était un véritable globe-trotter. Un de ses voyages l'a amené dans le désert du Kalahari en 1885. C'est là qu'il est devenu le premier occidental connu à traverser ce désert à pied et à revenir vivant pour en parler. Il prétend avoir trouvé la cité perdue du Kalahari, bien que cela ne soit pas officiel, puisqu'il ne l'a jamais prouvé. Son fils l'a rejoint pour ce voyage, faisant des croquis et prenant des photos de leurs aventures. Même à 50 ans, il continuait de faire des folies. En 1888, il a ainsi fait la promotion du saut en parachute de 900 mètres depuis une montgolfière, tenté par l'aéronaute Thomas Scott Baldwin. Certains disent qu'il est certainement l'un des premiers à avoir sauté en parachute, un véritable acte de foi. Les cascades n'étaient pas les seuls intérêts de Farini. Plus tard dans sa vie, il s'est mis à la peinture à l'huile et s'est révélé étonnant. Ses œuvres ont même été présentées à l'Exposition nationale. Il avait également un don pour la botanique. Chaque fois qu'il voyageait, il rapportait des bulbes et des graines en guise de souvenir. Il a même publié 2 livres sur les plantes et les fleurs. Grâce à une vie passée à voyager, il pouvait parler 7 langues. Assez bien pour qu'il ait même traduit quelques articles de journaux allemands. Il est vrai qu'il était alors aidé par sa femme, une pianiste de concert allemande du nom d'Anna Müller, épousée en 1886. En vieillissant, Farini a commencé à consacrer son temps et son énergie à d'autres projets. Il a mené des investissements fructueux dans les secteurs miniers, ferroviaires et autres. Il a également commencé à se consacrer sérieusement aux inventions. Il a déposé plus de 30 brevets pour des créations telles que des machines à emballer les boîtes de conserve, des pièces de chaudière et de moteurs à vapeur, ainsi que des équipements de jardin et de théâtre. Une diseuse de bonne aventure avait un jour prédit à Farini qu'il vivrait 100 ans. Elle était assez proche de la vérité. Il a atteint 90 ans et il ne s'est probablement pas ennuyé un seul jour de sa vie.